Il m'a dit: «Ah bah ça fait du bien d'être avec une fille, normale quoi. Pas des canons, j'en peux plus des canons». Durant 24 heures complètes, la France entière s'est retrouvée comme pétrifiée par un calme lourd, étrange et presque surnaturel. Ce n'était point la tristesse classique d'un deuil, mais la sidération face à une réalité que personne n'osait imaginer. Une interrogation obsédante a fini par surgir. Comment cette personnalité si solaire a-t-elle pu s'éclipser sans un adieu, partir sans un dernier signe? Isabelle n'était pas qu'une voix familière, elle représentait une étincelle, une force pure. Elle dégageait une vitalité qui semblait pouvoir vaincre le temps. Pourtant, du jour au lendemain, le rideau est tombé. Aucun aveu intime, aucun communiqué pour préparer l'opinion, rien d'autre qu'un vide brutal, une absence totalement inexplicable. On aurait dit qu'une tragédie secrète se jouait dans l'ombre, loin des projecteurs, dans un espace totalement inaccessible. Ce qui a glacé les esprits, ce n'est pas seulement son départ, mais bien les événements qui ont suivi. Au cœur de ce mutisme collectif, un homme s'est exprimé, Laurent Ruquier. Et pour ses habitués, l'ambiance différait. On ne retrouvait ni ses plaisanteries habituelles, ni ce ton léger qui caractérise normalement chacune de ses interventions publiques. Sa voix était empreinte d'une gravité nouvelle, une retenue presque déchirante comme s'il portait un secret trop lourd. Pourquoi lui? Pourquoi parmi toutes les stars, ses proches ont-ils désigné Laurent pour porter cette parole officielle? Une seule personne pour énoncer une vérité que les autres craignaient de formuler. Ce choix discret cache une réalité. En vérité, cette décision révèle une connexion humaine bien plus profonde que ce que les caméras laissent apparaître. C'est l'histoire de liens qui se forgent à l'abri des regards, dans la discrétion absolue des moments partagés. Depuis des années, Ruquier n'était plus un simple confrère, il l'épaulait dans ces instants que personne ne filme jamais. Il était là dans le silence des studios déserts entre deux tournages, là où les masques médiatiques finissent par tomber. Il percevait cette part intime d'Isabelle que les fans ne voyaient jamais. Derrière les rires, il y avait l'essentiel. Sous l'humour et le sens de la répartie se cachaient des fragilités des pauses et des petits fragments de détresse. Ces signes imperceptibles qui, pour un observateur attentif, en disent parfois bien plus long que n'importe quel grand discours. C'est sans doute pour cela qu'il fut choisi non pour crier, mais pour témoigner avec une justesse exemplaire. Pour ne pas déformer la réalité et comprendre que certaines vérités doivent être transmises avec une immense délicatesse. Quand il a fini par prendre la parole, ce n'était pas un coup de communication, mais une véritable promesse tenue. Une preuve de fidélité absolue faite dans l'intimité d'un instant que nul autre n'avait eu le privilège d'observer. Car ces révélations ne concernaient pas uniquement sa disparition, mais tout le combat mené dans la plus totale discrétion. Tout avait été occulté avec une volonté de faire. Dès lors, une nouvelle question bien plus troublante commence à émerger. Jusqu'à quel point cette réalité a-t-elle été masquée? Et surtout, qu'a-t-il décidé de taire à tout jamais? Ce silence prolongé n'est pas dû au hasard. Le processus avait débuté bien avant que l'Hexagone ne soit sous le choc, bien avant les hommages et les sanglots, bien avant que l'idée d'une fin possible n'effleure l'esprit de ses admirateurs. Tout a commencé vers la fin d'une période hivernale banale, une journée qui semblait pourtant tout à fait ordinaire. Paris vivait à 100 à l'heure, totalement indifférente au drame qui se nouait dans le secret de ces beaux quartiers. Dans la discrétion d'un cabinet du 6e arrondissement, un simple rendez-vous médical a brusquement fait basculer son destin. Rien ne laissait présager une telle catastrophe. Et pourtant, en quelques minutes, l'univers tout entier d'Isabelle s'est effondré. Le verdict médical est tombé sec et définitif, un cancer pulmonaire déjà très avancé installé de manière irréversible. La maladie avait pris une avance considérable dans une course que la médecine moderne ne pouvait plus espérer gagner. Ce n'était plus une simple crainte, mais une sentence inéluctable. Face à cela, la majorité cherche désespérément du soutien. En général, on s'épanche, on partage sa peine pour essayer de ne pas sombrer dans la solitude la plus totale. Mais Isabelle a opté pour un chemin radicalement différent, un choix qui demande une force de caractère absolument hors norme. Elle a décrété le secret total. Pas de message, pas de confidence, aucune fuite dans les tabloïds, le néant absolu. Cette annonce ne devait exister que dans un cercle extrêmement restreint et sous son contrôle le plus strict possible. Pour elle admettre publiquement la maladie, c'était déjà lui accorder une victoire psychologique sur son propre quotidien. Elle a donc maintenu les apparences. Mais comment faire quand chaque nouveau jour devient une bataille pour rester debout? Difficile de feindre la normalité quand le corps commence doucement à manifester les premiers signes de cette terrible trahison. Les semaines suivantes furent étranges, une vie extérieurement intacte, mais intérieurement bouleversée par l'ombre de la faim.
Aux aurores, bien avant que l'agitation parisienne ne commence, elle quittait son domicile pour rejoindre des centres de soins. Des examens cliniques clandestins logés au cœur du 14e arrondissement. Dans l'aridité de ses coursives blafardes et sans âme, elle abandonnait son aura de célébrité pour n'être qu'une malade anonyme, une silhouette harassée subissant de plein fouet des soins massifs, cycliques et exténuants. Pourtant, à peine quelques battements d'horloge plus tard, son visage ressurgissait dans une cabine de radio devant son micro et ses comparses, tel une équilibriste jonglant entre deux univers totalement étanches. D'un côté, le mal rongeur, de l'autre, les projecteurs séparés par un néant absolu. Laurent Ruquier a d'ailleurs retracé ces épisodes avec une justesse glaçante. Il décrivait ses entrées feutrées, ses éclairs visuels silencieux qu'il partageait, ainsi que sa faculté sidérante à regagner son fauteuil comme si le temps s'était figé. Malheureusement, le basculement était définitif. Avez-vous déjà croisé ce sourire de façade alors que chaque fibre du corps hurle pour ne pas s'effondrer ? Des indices indécelables pour la foule subsistaient, comme un souffle s'amenuisant, où se suspend un film se glissant sournoisement entre deux répliques, un épuisement masqué par une habileté hors du commun des stigmates microscopiques et redondants qui esquissaient, une réalité brutale que seuls ses intimes devinaient, et Laurent figurait parmi les rares confidents. Il percevait tout, mais demeurait muré dans le mutisme. C'est sans doute là que réside une souffrance indicible, constater l'horreur sans pouvoir l'énoncer, saisir le drame sans le diffuser, endosser la charge d'un mystère qui n'est pas le nôtre. Les séquences qui ont suivi n'ont jamais connu l'objectif des caméras. Ni documentaire, ni cliché, ni récit officiel ne parviennent à véritablement restituer l'essence de ces longs mois. Car cette bataille s'est jouée dans cette zone d'ombre située à la jonction de deux planètes que tout oppose. D'un côté, la froideur clinique des centres hospitaliers, de l'autre, l'effervescence vibrante des ondes radiophoniques, et au milieu Isabelle. À chaque aube, ce même protocole des consultations médicales toujours plus éprouvantes, des soins chimiques, marquant sa chair de façon imperceptible mais indélébile. L'épuisement s'infiltrait avec une perfidie lente, telle une ombre envahissante qu'il lui fallait dompter sans l'exposer. Puis l'heure de la métamorphose sonnait, le moment où l'obscurité devait s'effacer devant la lumière rouge. Dès que l'antenne s'ouvrait en un éclair de génie, la mue s'opérait. Avez-vous déjà été témoin d'une telle transfiguration instantanée ? Son timbre retrouvait sa limpidité, sa vivacité jaillissait de nouveau et son esprit satirique reprenait ses droits acérés et sans faille. Elle redevenait l'icône adorée des auditeurs, la femme qui déclenchait les rires, la maîtresse du tempo et du verbe. Nul ne pouvait suspecter l'envers du décor. Personne ne soupçonnait les épreuves de la matinée, ni le gouffre qui s'ouvrait une fois le signal coupé. Pour ceux qui l'écoutaient, le temps semblait suspendu. La drôlerie demeurait intacte, les joutes verbales pétillantes, et chaque mot tombait avec une précision chirurgicale. On aurait dit que la souffrance s'était évaporée, reléguée dans une dimension parallèle introuvable. Mais pour ses partenaires de studio, l'atmosphère différait. Ruquier s'est attardé sur ces nuances. Pas des éclats de drame, non des micro-changements invisibles pour un quidam, comme cette façon inédite de se caler sur son siège, ou un mouvement à la fluidité altérée. Il y avait aussi ces bouffées d'oxygène qu'elle cherchait plus fréquemment, ces silences quasi imperceptibles mais chargés de sens, ces alertes feutrées mais constantes. Plus les jours filaient, plus le déni devenait périlleux. Parfois, un simple contact visuel suffisait pour capter qu'elle franchissait ses propres frontières biologiques, qu'elle puisait dans des réserves épuisées. Malgré cela, jamais elle ne battait en retraite. Pas l'ombre d'une plainte, aucune requête, aucun aveu de faiblesse. On assistait à une forme d'insurrection intérieure, un entêtement mystérieux, comme si admettre l'épuisement revenait à capituler et à abandonner une fraction de son essence vitale. Mais quel était le tarif de ce courage ? Car sous cette carapace de contrôle absolu grondait une vérité crue, une vérité que Laurent ne pouvait décemment occulter. Il la contemplait en plein combat, résistant heure après, et heure sans jamais s'effondrer devant la foule. Sa mission était le silence, feindre l'aveuglement pour préserver son secret. C'est peut-être là que réside le fardeau le plus lourd de ce récit. Au-delà du mal physique ou du mystère se trouve ce fardeau de la comédie imposée aux témoins, forcés de sourire malgré l'angoisse. Dans cette arène, Isabelle n'avançait pas sans soutien,
mais elle s'était isolée par volonté, rendant la situation d'autant plus inextricable et déconcertante. C'est alors qu'une interrogation nous assaille insidieusement, presque par effraction, quand un être décide de braver le destin dans le mutisme total, sans laisser entrevoir la moindre fêlure. Est-ce là l'ultime preuve d'une puissance intérieure? Ou plutôt le symptôme d'un isolement si radical que même l'entourage le plus intime reste au seuil de cette intimité. Certaines résolutions ne se justifient pas, elles s'affirment. Et celle prise par Isabelle avait... Sa résolution intime ne relevait nullement du hasard ou d'une fragilité passagère. C'était une volonté mûrie, ancrée et inflexible. Refuser catégoriquement que le mal dicte sa propre identité. Au fil des jours, ceux qui la fréquentaient de près ont fini par comprendre que ce mutisme n'était pas un simple refuge, mais une véritable enceinte sacrée, une frontière invisible qu'elle imposait à tous, interdisant toute intrusion. Loin de nier la dureté de ce qui lui arrivait ou de fuir la vérité brute, elle refusait simplement que cette fatalité ne devienne son unique visage social. Laurent Ruquier a relaté une discussion qui à elle seule clarifie son attitude. C'était lors d'un crépuscule printanier dans un salon parisien inondé d'une clarté délicate. Aucun éclat, aucun drame, juste une parenthèse temporelle suspendue d'une simplicité désarmante. Isabelle affichait une sérénité inhabituelle, gardant son port de tête altier, restant maîtresse de son image comme si l'épuisement n'avait aucune prise sur sa dignité. Ils échangeaient sans jamais nommer explicitement le mal. Et pourtant le non-dit disait tout. Elle a esquissé ce qui l'a heurté le plus violemment. Ni les tourments physiques, ni l'angoisse de la faim, mais bien la perception d'autrui, ce virage précis où l'existence bascule, où l'on cesse d'être soi-même pour devenir un sujet d'étude, que l'on dévisage quelqu'un, que l'on soupèse, que l'on enferme dans une case étroite. Isabelle détestait cela. Elle ne supportait pas les prunelles, dont l'éclat s'altère, les silences pesants ou les paroles hésitantes. Devenir une simple patiente aux yeux de la société lui était insupportable, car accepter la compassion revenait à sacrifier son intégrité. Sa liberté d'être et son autorité personnelle s'étiolaient. Elle a donc tenu son cap sans jamais faiblir. Continuer à rire, s'investir dans son métier, rester cette figure familière. Ce n'était pas une façade, mais un acte de loyauté envers sa propre essence, quitte à porter seul son fardeau. Laurent, en livrant, ce témoignage s'interdit tout jugement. Il exprime un respect teinté d'une profonde perplexité. Car devant une telle obstination, ses amis se sentent désemparés, totalement impuissants. Il aurait tant voulu l'épauler davantage, saisir le fond des choses, trouver les mots justes. Pourtant, Isabelle maintenait une barrière infranchissable. Elle tolérait la compagnie, mais proscrivait toute curiosité. Elle partageait sa présence, mais jamais ses fêlures internes. C'est ici que son attitude devient paradoxale. En écartant la pitié, elle s'est privée de tout soutien extérieur, non par vanité, mais par exigence envers elle-même. Elle refusait que l'inquiétude des autres déforme son visage. Elle revendiquait son autonomie jusqu'au bout. Mais cet orgueil magnifique a une rançon, l'isolement radical, le poids du secret, ce combat qu'aucun allié ne peut mener à sa place. Une interrogation nous brûle alors. Les lèvres, est-il possible de tout endurer, sans ouvrir une porte, sans appeler à l'aide, sans en souffrir? Puis presque sans bruit, l'atmosphère s'est modifiée. Rien n'était visible pour le public, rien ne transparaissait dans ces interventions radiophoniques. Non, en surface, l'illusion était totale. Les enregistrements suivaient leur cours, les éclats de rire aussi. Les répliques s'enchaînaient avec cette verve habituelle qui faisait la renommée des grosses têtes. Chaque jour, précisément à 14h, le show reprenait et Isabelle répondait présente. Toujours fidèle au poste, mais pour l'équipe en studio, un décalage subtil s'était installé. Laurent Ruquier s'en souvient avec une précision poignante. Ce n'était pas une chute brutale, un incident frappant qui aurait brusquement tout dévoilé. Non, c'était un glissement infime, une mécanique qui perdait de sa superbe sans s'enrayer. Ses arrivées dans les locaux avaient changé de rythme. Plus, mesuré presque imperceptiblement ralenti. Elle s'asseyait avec une infinie vigilance comme si chaque mouvement représentait désormais un défi physique. Pourtant, dès que le signal d'antenne s'illuminait, la magie opérait. C'était stupéfiant. La métamorphose se faisait en un clin d'œil. Son timbre redevenait percutant, vif, sans faille. Son humour caustique reprenait le dessus plus acéré que jamais.
Elle distribuait ses répliques avec une justesse chirurgicale, une réactivité intacte, aucun signe de faiblesse. Rien ne laissait soupçonner le drame qui se jouait hors de ces instants de gloire. Avez-vous déjà observé une telle résistance face à l'adversité ? Le public n'y voyait que du feu. Pour les auditeurs, Isabelle restait l'icône immuable, peut-être même plus flamboyante qu'auparavant, comme si son énergie décuplait face à l'urgence. Mais derrière ce décor soigné se dissimulait une autre vérité que seuls quelques regards privilégiés pouvaient deviner. Laurent évoque ces parenthèses, hors micro, ces moments où son bouclier ne se brisait pas, mais la façade commençait à se lézarder. Son souffle se faisait court, sitôt l'enregistrement terminé, l'obligeant à s'immobiliser un instant avant de pouvoir enfin quitter le plateau. Une attaque œillade, fuyante, comme une ultime tentative de masquer ce que son physique trahissait désormais malgré elle. Pourtant, et contre, toute attente, elle répondait, présente chaque matin, avec une ponctualité de métronome, traitant chaque direct comme une parole sacrée qu'il était hors de question de trahir. Mais quel était le moteur d'un tel acharnement ? Pourquoi subir cette cadence infernale quand son être tout entier réclamait l'apaisement ? S'agissait-il d'un besoin vital d'exister dans le regard d'autrui, ou plutôt d'un refus catégorique de laisser la pathologie gagner du terrain, même face à l'inéluctable ? De son côté, Laurent reste évasif, sans certitude. Il s'exprime avec un immense respect matiné d'une pointe de désarroi. On dirait que, malgré leur lien étroit, un pan entier de la personnalité d'Isabelle lui demeurait interdit, une zone d'ombre farouchement gardée. Et c'est précisément ce mystère qui rend son agonie si déconcertante. Elle s'est déroulée en pleine lumière, au vu et au su de tous, sans que personne n'en saisisse la gravité. Il se souvient pourtant d'une fraction de seconde singulière. Rien de formel, aucun passage, immortalisé par les caméras. Simplement un ressenti, la sensation d'un temps d'arrêt où la fragilité affleurait un échange visuel un peu plus étiré, un mutisme chargé de sens, suggérant sans l'exprimer que le rideau allait bientôt tomber. Mais à l'époque, personne n'aurait osé le confirmer. On refusait l'évidence, puis brutalement son siège est resté vide. Aucune révérence finale, aucune ultime émission présentée en fanfare, aucun adieu solennel, seulement ce vide soudain qui s'installe définitif et sans appel. C'est à cet instant précis que le passé se réécrit, car dès que le silence pèse, le moindre geste banal se charge d'une signification profonde. Chaque broutille change d'échelle. Les souvenirs se teintent d'une autre couleur. On se met à traquer des indices, on scrute les archives, on analyse le grain des voix, tandis qu'une interrogation lancinante finit par devenir une obsession. Sommes-nous passés à côté de l'essentiel ? Ou n'y avait-il simplement rien à deviner ? Peut-être que la vérité crevait les yeux tout en étant magistralement occultée. Et si ces ultimes séquences que tout le monde a ignorées étaient les plus parlantes de toute son existence ? Finalement, face à ce mutisme devenu assourdissant, Laurent Ruquier a fini par briser la glace. Pas tout de suite, pas par précipitation, mais avec cette pudeur propre à ceux qui mesurent le poids de chaque confidence entre aveu et trahison. Quand il s'est enfin exprimé, ce n'était pas pour tout déballer, mais pour livrer le cœur du sujet, de quoi lever le doute sans pour autant briser le secret. Et c'est justement ce demi-ton qui a tant perturbé l'opinion. En révélant ce mal secret, en soulevant un coin du rideau, il n'a pas tué l'énigme. Bien au contraire, il l'a épaissi davantage, car au-delà de ses confidences publiques, on pressent tout ce qu'il s'interdit de raconter comme s'il butait sur une ultime barrière. Une ligne rouge infranchissable, peut-être le fruit d'un serment. Dès lors, que nous reste-t-il de son passage ? Bien plus que des archives poussiéreuses, des séquences cultes ou des rires qui résonnent encore dans l'éther. Ce qui demeure est infiniment plus ténu, presque impalpable, ce sentiment tenace d'avoir côtoyé une femme sans jamais percer son mystère. Isabelle Mergo nous lègue bien plus qu'une simple filmographie. Elle nous impose une certaine éthique de vie et de trépas un parti pris extrême et déstabilisant, celui de maintenir son intégrité jusqu'au dernier souffle, sans laisser la pathologie dicter son identité publique. Elle a rejeté le déballage, décliné toute compassion, et s'est même opposée d'une certaine façon à l'idée d'être épaulée dans son épreuve. Dans ce renoncement, on devine une puissance phénoménale, mais aussi une part d'obscurité, car ce mur de silence qu'elle a érigé si méticuleusement occulte des pans entiers que personne ne pourra jamais totalement explorer.
Ce sont des moments que même son cercle le plus intime n'a pu appréhender, des pans de vérité qui demeureront éternellement hors de portée. Laurent a d'ailleurs suggéré cela à mots couverts, telle une confidence étouffée. Il était aux premières loges et pourtant, une part de son ami lui a toujours glissé entre les doigts, comme si Isabelle avait sciemment choisi la solitude pour son baroud d'honneur. C'est peut-être là le véritable enseignement de ce récit. On ne possède jamais vraiment le cœur de ceux que l'on chérit. Il subsiste toujours un sanctuaire intime, une terre inconnue où nul n'est autorisé à pénétrer. Et c'est souvent dans ce jardin secret que se livrent quand les guerres les plus rudes, celles que l'on affronte sans spectateur dans un calme absolu. Désormais, devant ce destin hors norme, une interrogation subsiste. Elle ne s'adresse pas uniquement à la mémoire d'Isabelle, mais à chacun de nous. À sa place, auriez-vous privilégié la transparence sur votre lutte ou auriez-vous choisi le secret absolu jusqu'au bout? La bravoure consiste-t-elle à solliciter du soutien ou à ne jamais laisser transparaître la moindre défaillance? Partagez votre avis dans l'espace commentaire. Si ce récit a résonné en vous, accordez-nous un petit instant pour aimer cette vidéo et surtout rejoignez notre communauté pour ne rater aucune de nos prochaines chroniques, car certains destins ces récits ne visant pas l'ouïe, ils cherchent à bousculer votre cœur. Absolument.